Femme FM, l'émission s'appelle Masterclass et ce soir, comme d'habitude, on a un master dans la classe. Aujourd'hui, on reçoit dans le studio donc un monsieur qui a travaillé avec beaucoup d'artistes. Je vais citer Vieux McFay, je vais citer Ismaël Lo, je vais citer également, c'est le frère aussi de Habib Faye qu'on a reçu dans ce studio. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre invité du jour. Salam alaikum, monsieur Vieux McFay. Comment tu vas? Alaikum salam, Mr. Human. Est-ce que le résumé est assez fidèle? Le résumé, voilà, en fait, tu m'as fait sombrer encore dans l'histoire parce que quand je me rappelle mon professeur de droit constitutionnel, quand il m'a donné un, j'ai vu, comme ça a été dit, mon rêve vraiment s'écrouler parce qu'en fait, moi, j'étais parti pour être un homme de droit. En fait, je savais que j'étais déjà artiste et musicien en moi. Mais disons que mon père, les parents ont toujours le dessus sur les enfants. Absolument. Ils disent que voilà, moi je veux pas que tu fasses la musique, je veux que tu fasses du droit. Et voilà, comme ça, et c'est lui qui est allé prendre mes résultats, c'est lui qui est allé m'inscrire. Il a tout fait pour moi, pour que je ne lâche pas le droit, en fait que je lâche pas les études de façon générale. Mais quand le professeur là m'a donné un 1, alors là, tu vois, j'avais la possibilité. Il m'a fait, il m'avait cassé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là? Mais j'ai rien compris parce que moi, en fait, c'était en plus ma matière principale, moi, le droit constitutionnel. Oui. Parce qu'en fait, le droit constitutionnel, c'est une matière que je trouve très, très, très subjective. Parce que il y a le droit, mais il y a aussi la politique dedans. La politique, absolument, c'est vrai. Et c'est selon la tête du client souvent qu'on note les. Alors, s'il se trouve que tu es d'un avis différent avec le professeur, moi je crois que ça doit être ça. Je crois que ça. Parce que je n'ai pas compris jusque-là. Et ce professeur-là, il est là, il est toujours là. Moi, je le regarde souvent. Mais quelque part, je me suis dit, ironie du sort. C'est grâce à lui. Mais voilà, c'est aujourd'hui. On a Vieux McFay aujourd'hui. Exactement. J'espère qu'il vient à vos concerts, j'espère. Je ne le vois même plus. Mais en fait, je le vois comme ça à travers la télévision. Et je sais qu'il est toujours professeur à l'université. Mais pas plus. C'est-à-dire que bon, voilà, j'ai tourné la page. Je me suis dit de toutes les façons, c'était un accident. C'est-à-dire que cela m'était salutaire d'ailleurs, parce que il me fallait ça pour justement me faire devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que vous êtes resté dans le droit quand même. Vous êtes exactement. Voilà. J'avais ensuite, comme j'adorais le droit, j'ai été faire le CFPA et j'avais choisi la section juridique. Le greffe, et je suis devenu par la force des choses greffier. À quelque chose malheureusement. L'un dans l'autre, voilà. Il faut qu'on remercie ce professeur parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a l'artiste, on a le maestro Vieux McFay. Et puis en plus, Roman, aussi je dois remercier la justice. Ça il faut le dire, parce que tu sais, l'artiste, l'art est très jaloux. C'est vrai. Parce qu'en fait, les études de droit, et ce que ça représente comme poids, et ce que ça représente comme vraiment, et dans la société, le droit, il est ce qu'il est. Mais moi, il me fallait faire la part des choses. Pendant un moment, il m'a fallu choisir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, tu peux pas t'asseoir sur deux chaises différentes. Absolument. Il faudra que tôt ou tard que tu lâches. Bon, mais moi, j'ai su allier les deux, aussi de par une grande complicité des chefs de la justice. Parce qu'en fait, je dois remercier beaucoup la magistrature et les ministres qui ont eu à succéder les différents ministres qui ont eu à succéder au ministère de la Justice, qui m'ont compris, tout simplement. Et qui savaient qu'ils avaient affaire à un artiste. Parce que si vous voulez vraiment sanctionner le fonctionnaire que j'étais, aller faire des soirées. Voilà. Et aller au tribunal. Alors là, je crois que ils m'ont en quelque sorte balisé la voie. Et ça, je veux leur rendre hommage. Absolument. Parce que vraiment, ils ont contribué quelque part à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais par quel miracle, entre guillemets, issu d'une famille où tout le monde est musicien pratiquement, enfin tous les frères sont musiciens, par quel miracle est-ce que vous n'êtes pas rentré dans la musique plus tôt? Alors, je suis entré très tôt dans la musique, Roman, parce que j'ai appris à jouer de la musique
très tôt. Et la porte a été ouverte par Adama, notre grand frère. Absolument. Et comme on dit, il y avait beaucoup de réticence au niveau parental. Mon père ne voulait pas du tout, parce que Adama, qui a ouvert la voie, qui était enseignant, a lâché l'enseignement pour la musique. Et comme on trouve que ça lui a pas trop réussi, bien que Adama, c'est un compositeur que tout le monde connaît. Absolument. Donc il n'a pas su mettre tout le sérieux qu'il fallait et tout ça dans l'art, ce qui fait que les vieux n'étaient pas, vieux et la famille n'étaient pas trop truc là-dessus. Donc il a fermé les portes. Voilà, il a fermé, en quelque sorte. Donc, il a fermé les portes au niveau des parents, au niveau de l'approbation parentale. Exactement. Voilà. Et mais comme la porte était déjà, il a fermé, mais la porte était déjà ouverte. C'était trop tard. Bon, on a sombré, on a plongé dedans. Okay. Et comme ça, naturellement, sans rien forcer. La musique, si tu veux, la musique est venue quelque part vers nous. Absolument. On n'est pas allé vers la musique, c'est la musique qui est venue. Parce que dans cette maison-là, tout le monde faisait de la musique. Je suis venu à rue 10, pardon. Je suis venu, j'ai constaté, moi j'ai toujours cru en fait que c'était une maison de musiciens. J'ai jamais compris, enfin, j'ai jamais su que c'était une maison où c'est entre guillemets une rébellion que les enfants ont menée pour pouvoir faire sur leur carrière de musicien. Moi j'ai toujours cru que c'était une maison, parce que j'ai toujours connu, par exemple, le premier Lemzo Diamono. Je venais souvent à la maison avec Manta, avec Adama, avec Lamine, etc. Exactement. Voilà, donc c'était comment l'ambiance à la maison? Alors, une ambiance tellement, comme je te dis, tellement naturelle, c'est-à-dire que à la maison, comme on dit, on faisait le thé, c'est-à-dire après avoir mangé à midi, c'était le thé tous les jours après le manger. Et quand on faisait le thé, c'était le chahut. On chahutait beaucoup entre nous. Et c'était surtout, tu vois, le chahut de la musique. Parce que nous, on était très critiques envers tout ce qui clochait. Alors, t'as entendu le gars de la manière dont il a joué, c'est aïe 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 aïe. Et puis c'était des rythmes qu'on faisait. Moi, je faisais ça, et Tafa qui faisait tu vois, on s'amusait à faire des rythmes, on s'amusait à jouer de la musique. Et naturellement, là où tu t'asseyais, tu vois, avec, je sais pas, avec ton pied, avec une cuillère, avec un truc. On faisait on faisait du boucan, finalement, et on parvenait à faire un petit. Voilà, c'est comme ça. C'est de façon très joviale et de façon très naturelle que la musique nous est tombée dessus. Est-ce que tu peux nous jouer le premier morceau que tu as joué à la guitare? En tout cas, un morceau que tu te rappelles, que tu jouais souvent, je me rappelle, ou tu as appris à jouer, par exemple, ou que tu aimais jouer à la guitare. Alors, en ce moment, le rythme là dont on parle, là, c'est-à-dire que c'est un instrument à une corde, et je l'avais fabriqué moi-même. Et j'avais une corde, c'est Adama, non, 2 cordes. D'accord. Et Adama était parvenu avec ces 2 cordes-là à me faire un morceau. C'est lui-même qui m'a appris ce morceau-là, je me rappelle. Incroyable. Aussi bête, tu vois. Mais tu vois, je m'en rappellerai toujours. C'était ma première chanson, c'était pas mes premières notes de guitare, et c'était sur un rythme. Et à la guitare, comment est-ce que ça a évolué pour devenir, comment le rythme a évolué pour devenir une guitare? Alors, la guitare, donc naturellement, donc comme elle était déjà naturellement à la maison, parce que mon père, il était déjà guitariste, il jouait à ses heures perdues. C'est vrai, pendant un moment, il a eu à être sérieux dans la guitare, mais il n'a jamais voulu, par contre, que ses enfants fassent de la musique. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Oui, parce que il y a des contingences sociales qui font qui veulent dire que, par exemple, il faut être griot pour jouer, il faut être truc, et comme nous ne sommes pas des griots, il ne faut pas toucher de il ne faut pas chanter. Même ma maman a beaucoup été réticente, parce qu'elle m'a toujours dit ne chante pas. Je suis bon, comme je ne peux pas vous empêcher de jouer, mais ne chante pas. Bon, qu'est-ce que tu veux? La musique va avec le chant, et voilà pourquoi quelque part, bon, moi, voilà, ça a été plus fort que tout. Mais justement, on remarque que parmi tous les frères, justement, les frères Faye, tout le monde, enfin, il y a des instrumentistes, mais il n'y a pas de chanteurs. Donc la plupart des frères Faye, vous êtes tous des instrumentistes. Est-ce que vous avez pensé un moment à faire à la Jackson 5, à vous mettre ensemble, à former un groupe ensemble? Je te jure, tu ne peux pas savoir. Groupement, ça, l'idée nous a traversé la tête plus d'une fois.
Et je ne peux pas te dire, Qu'est-ce on qu'il y a? n'a jamais arrivé à faire un truc. Jamais. Et jusque là où je te parle, on a toujours tenté, mais ça a toujours échoué. Est-ce que déjà deux frères ont déjà joué ensemble? Oui, quand même, à mes albums, j'ai fait jouer tous mes frères, quand même, au moins pour leur dire, écoutez, au moins il y a une chanson là qui s'appelle Mam Absa, où j'ai réuni Habib, Adama, Tafa, Habib, tout le monde, bon, et soir, voilà, tout le monde, quoi, Lamine, et voilà, je me dis, bon, tant qu'à faire, puisqu'on ne parvient pas à faire un album ensemble, bon, et jouer dans mes albums, voilà. Habib aussi, bon, dans ses albums, dans un de ses albums, on a eu à faire des choses ensemble, voilà, à se retrouver. Mais par contre, je dis que c'est comme le sort s'était acharné sur nous. On ne parvenait jamais à faire un truc. Bien qu'il y a eu des producteurs qui sont venus avec leur argent et tout. Ils nous ont dit, écoutez, faites-moi ceci, faites cela. Mais rien à faire, c'était très lourd. Bon, on n'est jamais parvenu. Bon, voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait une rivalité musicale entre vous? Oui et non. Ok. Oui et non, parce que la musique, elle est très jalouse. Et les gens, je veux dire, la rivalité, c'est si tu veux, la petite compétition qu'il y a. Qu'on le veuille ou pas, il y a une petite compétition. Je ne voudrais pas que Lamine joue mieux que moi, Lamine ne voudrait pas que je joue mieux que lui. Bon, mais c'est tout à fait, c'est serein, et si tu veux, c'est une compétition normale, quoi. Mais de là à entrer dans un cadre de jalousie extrême, bon, pour dire non, je ne crois pas. Il y avait une compétition saine. Une compétition saine, c'est ça. Et bon, moi, je sais que quand je suis entré dans le jazz, même mon grand frère Adama, c'est moi qui l'ai fait entrer dans le jazz. Parce que je suis entré dans le jazz très tôt. À Lamine, à Habib qui me disait, grand, bah ici, parce que tu vois, quand il me dit, Amou Khalis, bah jazz, Amou Khalis, quand il me disait ça, bon, c'était vrai. Mais moi, c'était plus fort que moi, le jazz. Mais aujourd'hui aussi, bon, j'ai vu tellement que, bon, comme on disait Khalil Gueye, il me dit, écoute vieux, tu sais, si pendant un moment, si tu avances trop vite, si tu vas trop vite, et tu seras obligé de t'arrêter pour attendre les gens venir. Parce que si tu ne le fais pas, eh ben, tu vas te retrouver seul, et d'ailleurs finalement tu vas rien comprendre. Ils vont même te pousser, tu vas tomber dans le ravin, voilà, dans le précipice. Ok, on va faire une petite pause, juste le temps que tu nous interprètes. Moi je veux que tu nous interprètes l'une de tes premières chansons jouées à la guitare. Ou une chanson ici de ton premier album par exemple. Je sais pas, moi j'ai toujours aimé le blues de façon. Yang dor di terus sama dong. Yes, gagne. Un petit court-métrage. Pas grave, je sens du Jolly Hooker dans la voix, je sens beaucoup de blues, je sens cette influence du sud des États-Unis. Qu'est-ce que tu écoutais en ce moment? Quel genre de musique? Oui, parce que moi j'écoutais beaucoup de George Benson, John Lee Hooker, entre autres. Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, tous ces bluesmen qui ont marqué leur époque et bon, qui ont marqué aussi mon époque. Mais moi, je me dis, pourquoi le blues? Parce que le blues, c'est africain. Il est issu de l'Afrique, le blues. Donc, quelque part, il est parti pour revenir. Moi, je ne fais que compléter une histoire qui était déjà là. Parce que le blues des champs, c'était ça. Quand on sentait, par exemple, les nègres qui venaient des champs
et qui chantaient le soir après avoir travaillé toute la journée. Donc voilà, c'est qui disaient leurs complaintes, voilà, et que c'était un peu ça. Moi, je me dis que le blues n'a jamais quitté l'Afrique. Et puis voilà. Et c'est pour ça le style musical que j'ai, tout s'appelle Afro Blues. Okay. Ok. C'est Afro Blues, c'est aussi c'est Ali Farka Touré aussi. Ali Farka Touré aussi, voilà, exactement. Lui aussi, en tant qu'Africain, en tant que Malien, parce que les Américains, quand ils viennent ici, bon, ils sont venus voir en réalité les origines du blues. Ils nous ont posé des questions. Moi, ils m'ont posé plusieurs fois des questions dans la manière dont je suis arrivé au blues et de la manière, c'est-à-dire voir aussi les origines du blues réel, quoi. Ouais. Ali Farka Touré, lui a été, si vous voulez, le premier à ouvrir les portes du blues africain à travers le monde. Okay. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'Ali Farka Touré, je le regrette un peu sincèrement. Touré, voilà, Vieux, son fils, absolument. Avec qui j'ai d'ailleurs partagé la scène la fois passée ici. Un truc, on a beaucoup échangé. Et c'est quelqu'un qui croit beaucoup au blues, mais il faut y croire. Hein, parce que c'est vrai que c'est une musique qui n'est pas trop... Bon, elle est ce qu'elle est. C'est comme toutes les musiques, elles ont leur valeur, mais de là, c'est pas trop véhiculé ici au Sénégal. C'est pas trop. C'est une musique un peu de spécialiste. Voilà, à quelque part. C'est comme le jazz, un peu ghettoisé. Voilà, un tout petit peu. Mais c'est quoi le parcours de Vieux McFay jusqu'à aller jouer sur des grandes scènes avec Stevie Wonder, par exemple, avec DJ Lockwood? Alors, voilà, exactement. C'est quoi le processus? Quelles sont les étapes que tu as franchies jusqu'à aller justement jouer avec C'est-à-dire que Stevie Wonder? Comme je dis, moi je joue très souvent dans les hôtels. Et comme quand je joue dans les hôtels, c'est tous ces artistes-là, ils descendent dans les hôtels. C'est vrai. Et là où ils descendent, ils trouvent des orchestres. C'est pas parce que par moment, c'est vrai que quand je voyage, mais il n'est pas dit que c'est moi qui vais vers eux, ce sont eux qui viennent quand ils voient des musiciens, et spontanément, ils descendent avec l'orchestre et on partage beaucoup de moments ensemble et on joue beaucoup comme ça. Alors ça fait beaucoup plaisir. C'est des choses que malheureusement qu'on ne montre pas à la télé, qu'on ne montre pas, mais moi je dis que nous, les rencontres que l'on fait, sont très importantes. C'est vraiment magique. C'est magique. Et Roman, je te dirais, une fois, il y a une rencontre qu'on a faite avec, il y avait Kumba Gawlo ce jour, il y avait Myriam Makeba, il y avait Alpha Blondy, il y avait qui encore, et on a partagé de façon très conviviale en plateau. C'est moi qui a assuré la soirée. On était une dizaine. Mais on s'est amusé comme des enfants. Incroyable. Comme des enfants. Alpha Blondy était venu faire ceci, machin. On fait ceci, voilà, comme des petits enfants. Okay. Et je me suis dit, beaucoup de gens auraient payé de l'or pour voir ce spectacle, parce que c'est ce que les gens recherchent. Oui. Mais je dis qu'encore une fois, bon, c'est des moments magiques que nous vivons aux musiciens. Bon, malheureusement qu'on ne partage pas avec beaucoup d'autres. Bon, c'est un peu dommage. Mais enfin, bon, voilà quoi. C'est le sort un tout petit peu de Vieux McFay bon, c'est vrai, entre autres, j'ai dû partager aussi des scènes à l'extérieur avec des guitaristes et machin. Bon, encore une fois, c'est pas mis à la télé et trucs. Bon, c'est pas très grave. Bon, enfin, je dis que c'est un peu regrettable, quoi, que les gens ne le sachent pas. Quoi. Mais moi, ce que je trouve regrettable justement, c'est que tu as parlé de Khalil Gueye. Je trouve que des émissions comme les émissions de Khalil Gueye n'existent plus dans le paysage audiovisuel. Ça n'existe plus maintenant. Voilà, c'est regrettable. Quand on était plus jeune, on voyait ces émissions et puis ça nous permettait de comprendre, tu vois, que voilà, la musique est en train d'évoluer, la musique est en train de prendre, tu vois, de l'essor, et puis ça permettait de mettre en valeur des artistes qui font d'autres styles musicaux que le mbalakh par exemple, ou que la salsa, ou que le zouk, ou que le rap. Donc voilà, maintenant malheureusement il y a il y a trop de formatage entre guillemets. Donc la musique est un tout petit peu formatée. Mais en parlant de formatage, pour la petite histoire, l'évolution du mbalakh a eu lieu à Rudis. Avec notamment Lamine Faye, avec Adama Faye. Je crois que la vraie révolution le nouveau son qu'on écoute depuis je sais pas combien d'années, c'est né
à Rudis. C'est C'est né dans la maison familiale. Exactement. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que tu as vécu ça? Mais de façon très naturelle, c'est-à-dire que, comme je te dis, comme on s'amusait avec la musique, c'est-à-dire sans jamais se prendre au sérieux. On s'est jamais pris au sérieux. On a toujours fait ça de façon très décontractée, très fraternelle, si tu veux, très amicale, voilà. Okay. On n'a jamais su qu'un jour, on cru même un seul instant qu'un jour ou l'autre la musique aurait pu aller enfin générer de l'argent. Non. Alors ce qui fait que comme on dit, Adama a été d'un grand apport dans ce truc, parce que le marimba qu'il a exploité, qu'il a sorti, et qui est venu jusque-là, qui est encore en train de remplir. Oui. C'est-à-dire que ça aurait été chez des Toubab, tu vois, il aurait breveté ça. Mais explique-nous le processus. Comment ça s'est passé? C'est un son qui existe dans le clavier déjà. Alors, c'est la manière de le jouer qui fait que ça s'appelle le marimba. C'est quoi exactement? Alors, je vais te raconter l'histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. En fait, l'histoire du marimba, c'est ceci. Adama, sur un piano ordinaire, normal, il faisait du mbalak déjà. C'est-à-dire qu'il rythmait ça à sa manière. La manière de jouer. La manière de jouer, c'est ça. Ce n'est pas le son, mais c'est la manière même de jouer. D'abord. Parce que lui, il avait commencé à rythmer avec la guitare, toujours Adama. D'accord. Donc c'est lui qui faisait ça. Donc. Ok. Ça, c'était à la guitare déjà. Et nous, on a copié ça. Moi, j'ai copié ça de lui. Okay. Ensuite, il a transposé ça sur le piano. Maintenant, chaque fois qu'on jouait, si tu veux, donc c'était sa manière de jouer à lui. Donc, avant que le son du marimba n'en arrive. Parce qu'en fait, il y a le jour où Touré Kunda est venu jouer ici au stade Demba Diop avec Youssou N'Dour. Et il y avait Loy de Touré Kunda qui avait amené un DX7. Le DX7, c'était encore tout à fait nouveau. DX1. Absolument. Alors, pendant un moment, le gars, comme il est très en fait, le son du marimba, c'est un son de balafon et samplé, quoi, en quelque sorte. Alors, ce qui fait que ça a été nouveau dans les oreilles des gens quand il a joué. Ça a fait beaucoup de trucs, mais il jouait d'une certaine façon. Il a joué dans la manière d'un balafon. Ok. Alors c'est ce jour-là, Youssou N'Dour donc avait joué avec eux. Je crois que c'est après, à l'issue de ce concert, Youssou N'Dour avait acheté le matériel. Et bien après, Youssou N'Dour m'a vendu le DX7 sur lequel il y avait le balafon. D'accord. Et comme ça par hasard, et comme Adam a joué avec moi, donc c'est lui qui jouait, quand il a exploité, ça. C'était magnifique, le son du balafon, avec la manière dont. C'est comme ça qu'est né, si tu veux, le marimba. Et comme on ne pouvait pas donner un nom au style de ce jeu-là. Et comme sur le truc, c'était écrit marimba, parce que le marimba, c'est un instrument de musique brésilien. Absolument. Et c'est ça qui était. Lui, il avait un instrument. Enfin, c'était pas lui, c'était un son d'usine. D'accord. C'est pas lui qui avait samplé ça, mais c'était un son d'usine. C'était écrit marimba. Et donc, on s'est dit, bon, faut défendre son marimba, son marimba. Et c'est comme ça qu'est né le son du marimba. Donc, le son a été, si tu veux, après par la suite copié par des artistes et Habib a joué dans le même style qu'Adama, c'est donc sans jouer avec le même son, mais si tu veux d'une certaine manière. Bon, et Tafa aussi, comme qui le connaît, il est très rythmé, c'était un batteur auparavant. Il a eu Aoul aussi avec le Rekrek Bodian et tout ça. Mais avant ça, il y avait Wendelu de Youssou N'Dour. C'est Habib qui avait joué le Wendelu, mais avec un son autre, qui est différent du marimba. D'accord. C'était un son autre, c'était pas le son du. Mais avec la rythmique. Voilà, avec la rythmique d'Adama. Voilà. Et ce qui fait que lui aussi, avec Youssou N'Dour, tout ce qu'il fait, c'est connu, évidemment. Donc Habib a, si tu veux, contribué lui aussi à rendre ce. Mais ce qu'on constate, que c'est très tard, enfin, que Youssou N'Dour a adopté le marimba dans sa musique. Et que avant c'était le lemzo Diamono qui a vraiment mis beaucoup le marimba, c'était Tafa, c'était Moustapha. Dans le lemzo, exactement. Ensuite tous les autres musiciens l'ont repris.